Nous sommes en 2022 et de nombreuses femmes continuent d'être excisées. C'est très culturel, c'est très ancré dans les traditions, mais il faut que ça s'arrête. Les femmes ne doivent pas être charcutées, pour une quelconque raison que ce soit. On va en parler aujourd'hui avec des invités. C'est une émission qui parle à tout le monde, alors restez connectés. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Et je sais que beaucoup de choses se sont passées entre l'émission qu'on a faite hier et aujourd'hui. Comment ça va les filles? Super bien. Quand tu dis beaucoup de choses, ça veut dire quoi? Ah, mais t'es pressée? Tu as mis en rose brillant. Beaucoup de choses, ça commence par toi d'abord. Are you pressée? Elle parle des cadeaux qu'elle a reçus. Non mais attends, Yawa. Tu sais de quoi il parle? Alors, on a fait l'émission hier, on a dit que c'était la Saint-Valentin des Goumestinés. On a été solidaires avec nos invités. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas fait de Saint-Valentin réellement. Bien parce sûr. que je sais qu'on a reçu des fleurs ici avec des chocolats. Bon, nous, les premières fleurs et chocolats qu'on avait reçus, c'est bien, hein, c'est un Pépé qui nous a offert ça, on lui dit merci beaucoup. Merci, Pépé. Voilà. Et après cela, notre jeune collègue ici présente à ma droite a reçu des choses que, bon, enfin, on ne sait pas de qui, hein. Voilà. Parce que quand tu sais, tu dis merci. Je sais pas. Mais quand tu sais pas, tu peux pas dire merci à la personne. Moi non plus. C'est un admirateur. D'ailleurs, merci beaucoup. Il m'a offert un vrai parfum, s'il te plaît. Voilà. Donc, je sens bon 2 jours, là. C'est ça, très bon. Alors, les filles, je vais saluer nos invités. Nous avons Clarisse Tewa, qui est présidente d'ONG. S'il vous plaît! Hey! Beaucoup de bruit pour elle, pour tout le travail qu'elle fait. Elle est accompagnée de Lucie Koné, qui est une victime de l'excision. On applaudit les filles. Voilà. Et le seul homme du groupe, il s'appelle Cyril Komgep. Hey! Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Le seul homme. Oui, c'est plutôt important. C'est important. Hein? C'est important. Lucie Koné, oui. Tu as été excisée. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire. Oui. D'accord. Faut pas être calme. D'accord. Alors, Clarisse Tewa, toi, tu es présidente d'ONG. Et je sais que tu fais beaucoup pour les femmes excisées. D'accord. Il y en a beaucoup en ce moment. Oui, il y en a beaucoup. Là, il y a encore, on compte 212 femmes qui n'ont pas encore été prises. Waouh. Voilà, qui ont fait l'enregistrement, mais qui n'ont pas encore été prises. D'accord. Voilà. OK. On va essayer de voir ce que la population pense. Aujourd'hui, on vous a posé la question, peut-on se remettre d'une excision? Et on écoute des réponses. Jamais. Jamais. Parce que c'est une blessure, c'est une cicatrice, c'est beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de choses dans la vie d'une femme. Bon, selon moi, on ne peut pas se remettre de l'excision parce que c'est comme si on perdait une partie de son corps. Donc, on ne peut pas s'en remettre de l'excision. Bon, dans la mesure où c'est une blessure, d'abord on subit la blessure. Mais après, on peut s'en remettre si la douleur cesse. Ouais, mais comme plaie incurable, on peut pas l'oublier. Parce que ça cause socialement un préjudice à la personne qui a été excisée. Et donc c'est difficile même. Je pense que tout le monde est unanime dessus. On ne peut pas se remettre d'une excision. Ouais, c'est quelque chose de grave. J'ai bien envie d'entendre d'abord le monsieur, parce que ce qui me touche, c'est d'avoir des hommes qui se battent pour ça aussi. Parce que, comme on s'est dit, c'est un truc de femmes et tout, donc on va laisser les femmes se débrouiller entre elles. Mais un homme, qu'est-ce qu'il fait exactement pour ces femmes-là? Ben, il faut dire les choses simplement. Nous sommes une fondation, la fondation AFSI, et nous apportons notre appui non seulement aux organisations de la société civile locale,
au ministère technique qui porte cette thématique-là. Mais au-delà du fait que c'est une affaire de femmes, il s'agit de la dignité de la personne humaine, de la dignité de la femme qui est entamée. Et à ce moment, on n'a pas besoin d'être femme, n'est-ce pas, pour se battre contre une telle pratique. D'accord, Voilà. ok. Donc, c'est un peu ça. C'est très bien, j'aime beaucoup. Alors, moi, Oui, vas-y. Vas-y, Non, Aurélie. moi, ce que je voulais vous demander, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, pourquoi est-ce que les personnes pratiquent l'excision? Est-ce que c'est par rapport à une question de religion ou quelque chose de culturel? Pourquoi en réalité? Oui, allez-y. D'accord. Alors, j'étais déjà la semaine passée à Katiola avec des matrones. Il faut dire que j'ai fait beaucoup de recherches et il y a la tradition, mais c'est venu de la méchanceté des hommes. Je le dis et je pèse mes mots. Dans l'Égypte ancienne, les gens partaient en guerre, d'autres partaient à la chasse. Et donc, on savait que le seul plaisir, on sait que le clitoris est un peu comme le moyen de plaisir de la femme, est un peu comme le petit pénis de la femme qui lui donne un fou plaisir. Donc, ayant réfléchi, voilà, et donc ils ont décidé d'enlever à la femme, voilà, ce petit plaisir-là. Et donc, quand ils partaient, quand ils excisaient les femmes, ils partaient et puis ils pouvaient revenir sans souci. Pour eux, la femme, voilà. On n'allait pas les tromper. Voilà, on n'allait pas les tromper. Donc, c'est venu pour éviter la vie. Aujourd'hui, il n'y a pas que le clitoris qui est enlevé chez certaines femmes. Parfois même, c'est carrément cousu. Oui. Et c'est le mari, lors de la nuit de noces, qui va l'enlever. Donc, ça a beaucoup évolué. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à finalement supprimer les lèvres en plus du clitoris? Pourquoi est-ce qu'on arrive à supprimer les lèvres, puisque à la base, c'est le clitoris qu'on était censé enlever aujourd'hui. On enlève les petites lèvres, parfois les grandes, et on arrive jusqu'à recoudre. Vous rejoignez ce que je dis quand je parle de la méchanceté. Parce que les gens pensent qu'il y a des femmes, malgré le clitoris coupé, là, il y a des femmes qui peuvent encore avoir un peu de plaisir. Et donc, ils vont plus loin pour dire que, voilà, si on coupe tout, qu'on la coupe, on ne pourra plus avoir de rapport. On peut faire 6 mois, 7 mois, voire 1 an et revenir la trouver là. Voilà. D'accord. Alors moi, je vais essayer de parler avec Lucie. Lucie, oui. Quand est-ce que tu as été excisée? À l'âge de 6 ans. À 6 ans. Mais 6 ans, tu étais beaucoup plus grande. Normalement, c'est à quel âge que ça se fait? Moi, j'ai cru comprendre que ça se faisait quand des enfants, c'est tout petit, comme ça, au moins, ils ne sentent pas, je sais pas. Bon, ça dépend de la mentalité des parents. OK. Voilà. D'autres parents peuvent dire, bon, comme chez nous, comme ça, ils ont dit que c'était la coutume. OK. Voilà. C'est mon papa qui a poussé ma maman à faire ça. Sinon, ma maman ne voulait pas. OK. Donc, il dit chez eux, c'est comme ça. C'est la tradition. Une fille, quand elle naît là, on doit l'exciser pour qu'elle devienne femme. Pour qu'elle devienne femme? Oui, oui. Sinon, elle n'est pas femme tant qu'elle n'est pas excisée. Bon, d'accord. Ce que je ne comprends pas, en fait. Non, mais on dit qu'on enlève pour ne pas que tu aies du plaisir. Maintenant, comment est-ce qu'on enlève pour que tu deviennes femme? Ça dépend aussi. J'ai envie de répondre à ça. C'est malheureusement, moi, si vous voulez mon avis, c'est le manque de connaissances qui perdure en fait depuis l'ancienne Égypte jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nos parents, ils estiment que c'est quelque chose de tout à fait normal. En fait, ils sentent même pas. Il n'y a aucune culpabilité. Exactement. Ils se disent qu'autant on circoncit un homme, autant la femme aussi doit le faire. Alors que ça vient d'une fausse. Voilà, comme elle l'a dit, ça vient carrément d'une fausse. D'accord, mais est-ce que quelqu'un a une explication par rapport à moi, je peux donner. Je pense que si les parents sont nés dans une culture et qui n'ont pas aussi fait les bancs de l'école, qui n'ont pas appris, eux, ils se tiennent à la coutume. Et pour eux, la coutume, c'est une honte de ne pas avoir une fille excisée dans leur maison. Pour eux, c'est comme s'ils exposent leur fille et ils lui prêtent des prête-noms. Comme oui, il veut que sa fille soit prostituée, ça sera la X du quartier ou du village. Donc, il faut le faire. C'est comme ça qu'ils le pensent, en fait, que c'est pas vrai, alors qu'ils sont en train de faire du mal. Moi, je pense que c'est pas nécessairement lié. Même temps, il était scolarisé, il est parti, il partait, mais c'était une tradition. Oui, tradition. Donc, les gens même cet élément-là sur la tradition. Exactement. Ils arrivent déportés sur la tradition. Quand ils sont ici, ils te disent, par exemple, pendant les vacances, tu vas aller au village pour faire ça, parce que ça fait partie de la tradition. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas considéré comme un membre à part entière de la famille, du clan et tout. D'accord, OK. Là, c'est un autre débat. Et donc, à 6 ans, tu te rappelles encore, tu as encore les souvenirs? Oui. Waouh, OK. Comment ça s'est passé, si ce n'est pas indiscret? Bon, c'était un matin. Peut-être aux environs de 5 heures. Ma maman nous a réveillés pour nous dire que, bon, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous.
aujourd'hui, l'accompagner-moi. Maman, accompagner à cette heure-là. Est-ce que c'est une heure pour qu'on se réveille? Elle dit, accompagnez-moi seulement. On n'est pas allé au village. Pour nous, ça s'est passé à Daloa. Waouh. À Daloa, parce que c'est là-bas que nous sommes nés. Ok. Donc, on est arrivé dans une cour. Je me rappelle que c'était une cour commune. Bon, c'est comme ça on peut appeler la cour. Il y avait des vieilles femmes qui étaient là. C'est la même ethnie, en fait. Donc, on est arrivé, les femmes là nous ont déshabillés. On enlève... maman, pourquoi on enlève caleçon, tout ça là? Toi, tu dis on s'en va saluer quelqu'un, et puis toi, tu dis on a enlevé caleçon. Et puis, on nous a attaché des morceaux de paille. On nous a fait rentrer dans une Peut-être salle. toi et tes sœurs ou bien Bon. c'était d'autres jeunes filles du village Bon, je ne les connaissais pas, en tout cas. Ok. Donc, on est arrivé, on est rentré. J'étais la deuxième, je crois bien. Mais la première qui est rentrée là, de la manière qu'elle criait, moi-même, j'avais déjà la chair du poule. Mon Dieu. Donc, je demande mais puis, maman n'était pas là même. C'est-à-dire que quand on est arrivé, puis on vous met en rang, comme si c'était à l'école. Après la première, moi j'entends les cris, je dis, mais ma maman, on dit, faut t'asseoir ici. Tu vas où même? Je dis, je suis là, mais comme l'autre est en train de crier là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vois des lames, des couteaux, bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, c'est là les femmes, là, parce que moi je me débattais beaucoup. Donc elles m'ont attrapée, je vois qu'on écarte mes jambes. Mais c'est pourquoi faire? Donc, dans le temps, je me rends compte là même là, je saignais même déjà. Oh là là. J'étais en pleurs, puis je demande à maman. Elle dit, non, que c'est comme ça, c'est la tradition, c'est tout. Et donc, tu as cicatrisé en combien de temps? Après, ça, on t'a mis des choses pour que tu... On vient mettre des poudres, souvent même elles viennent, on te prend, on va avec toi pour faire d'après elles, ce sont des pansements. Et c'était quoi ce genre de pansement? C'est des chiffons, des petits morceaux de pain qu'elle découpe avec. Bon, je me souviens que c'était une poudre noire. Bon, un truc de ce genre-là. Oui, En fait, c'est du charbon. C'est terrible. Parce que pour elle, le charbon guérissait les plaies. Avec un peu de sel, plus un coupon, un chiffon en pagne qu'elle coupait, elle te bouchait le sexe, la plaie là, et puis on te mettait le kojo, on creusait un trou, on te faisait asseoir là-dessus pour que les saignements finissent. C'est pas Voilà. Alors, Cyril, ouais, tout le monde est un peu... Ah, mais c'est ça la réalité. C'est fort quand même pour des enfants de 6 ans. C'est fort, c'est difficile. Malheureusement, aujourd'hui, il faut dire qu'on a poussé le bouchon un peu plus loin d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, on se posait la question de savoir comment est-ce que, bon, vous êtes déjà une femme et puis on vous dit que c'est à travers cette mutilation que vous serez femme. Non, rentrons dans la conception culturelle. Dans la conception culturelle, dans les régions où c'est pratiqué, j'allais dire malheureusement, vous ne naissez pas en tant que femme. Okay? Vous naissez de sexe féminin, mais vous ne naissez pas en tant que femme. Parce que être femme est une construction sociale. C'est la société, c'est votre société qui dit que vous êtes femme. Et dans ces sociétés-là, pour dire que vous êtes femme, que vous avez accédé à la féminité, il faut passer par ce rite-là. Les douleurs, les trucs comme ça. C'est après ce rite qu'on estime que vous êtes une femme. Mais aujourd'hui, comme je le dis, c'était, si vous voulez, auréolé, n'est-ce pas, dans une perspective éducative. Mais c'est l'accent français qui est un peu compliqué. Non, en fait... Non, mais je veux dire que... Donc, ça me semble que... Ça veut dire faire comme ça en même temps. Non, il va bien développer ce qu'il est en train de dire auréolé, simplement, c'est dire que dans ces cultures-là, la femme doit passer par ces différentes étapes. Ouais, ok. Et ce sont des étapes qui sont supposées être un moyen d'éducation, un moyen de formation, n'est-ce pas, de cet enfant qui passe, n'est-ce pas, en griffe à l'âge adulte. Mais je disais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué et c'est ce qui, en tant qu'acteur, nous met très mal à l'aise, c'est qu'on le pratique aujourd'hui sur des bébés, sur des enfants qui ont quelques semaines, justement. Alors, il faut dire que c'est une pratique, même si par le passé, on pouvait justifier cela par l'éducation, mais aujourd'hui, un bébé de 3 semaines, quelle éducation à la féminité est-ce qu'on lui donne? Mais moi, ce que je voulais vous demander, c'est quand même, au XXIe siècle, est-ce que vous constatez quand même une diminution de ces pratiques par rapport à il y a 20 ou 30 ans, ou est-ce que vous constatez sur le terrain que ça s'aggrave au fur et à mesure?
Alors, disons simplement que c'est une réalité qui décroît très faiblement. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, en Côte d'Ivoire, on était autour de 40% de la population. Mais aujourd'hui, les chiffres, c'est vrai que ce sont des chiffres qui datent de 2014. Les derniers chiffres officiels font état quand même d'une moyenne de 36,7% de femmes qui ont été mutilées. En 20 ans, c'est pas énorme non plus. En 20 ans, c'est pas énorme. Moi, je voudrais demander à notre belle chérie. Vous êtes très belle déjà, Lucie. Alors, ça s'est passé, vous avez eu mal. Je suppose qu'après, pour uriner, faire pipi, les douleurs étaient atroces. Est-ce que vous en avez voulu à votre mère? Parce que tout à l'heure, vous avez dit c'est maman, mais c'est surtout papa qui a insisté. Est-ce que vous avez pu pardonner entre-temps? Oui, j'ai pardonné. Vous avez pardonné? Ah, d'accord. Sauf qu'il y a toujours un manque. Il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. On va voir tout à l'heure les conséquces, l'impact que ça a eu sur ta vie aujourd'hui. Oui, dis-nous. Oui, parlant de ce qu'elle... Après, quand on commence à grandir, on se rend compte que quand on prend de l'âge, on commence à avoir des sentiments pour un homme. Tout ça. Quand vous êtes entre vos femmes, quand vous vous déshabillez déjà, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon? Voilà. Comment? Tu sens. Comment il y a quelque chose qui ne va pas? Comment? Je ne comprends pas. Vos camarades, quand vous vous écartez pour uriner, par exemple, vos camarades, vous voyez le truc, l'urine va comme ça. Pour vous, ça descend. Directement, okay. Ça coule, ça descend directement, on ne pleure pas. Wow. Donc, voilà, c'est un peu de ça que... Dans ce sens-là, pour revenir au côté traditionnel, parce que je pense que c'est ça, en fait, qui gangrène un peu aujourd'hui cette histoire d'excision-là. C'est qu'avant, chez moi, c'est pratiqué, je sais que c'était pratiqué en grande pompe à l'époque, et c'était vraiment des fêtes, une grande fête. On présentait les filles au village pour dire que voilà, maintenant, c'est des femmes. En fait, c'est tout ça qui accompagne, qui a conditionné les parents en se disant « Ah, moi aussi, je veux qu'on présente ma fille sur la place publique pour dire qu'aujourd'hui, c'est une grande fille et tout ça », qui fait que ça perdure, en fait. Donc, c'est de casser vraiment cette façon de penser-là, de reconditionner les gens pour qu'ils se disent qu'une femme n'a pas besoin d'être charcutée comme ça pour être une femme. Encore moins un enfant. Moi, je suis encore choquée par cette bébé-là. Je ne sais pas comment ça s'explique. Et quand on cause avec les matrones, elles disent que à cause de la tradition, ça leur est imposé. De la façon dont on intronise un homme pour dire que cette famille-là, après le décès du père, aujourd'hui, toute la famille t'appartient. C'est comme ça qu'on intronise la dame. Matrone. On lui dit, la matrone, on lui dit, bon, tu dois faire exciser toutes tes filles. À commencer, ça sera ta première excision. Voilà. Donc c'est imposé aux femmes? Oui, c'est imposé. C'est imposé. C'est imposé. Et quand on refuse? Si elle refuse, on lui dit elle va perdre ses enfants, elle n'aura pas d'enfants et elle est obligée, puisque ça part avec les choses du mystère. Ouais, voilà, les choses mystiques, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour un peu déconstruire tout ça? Disons qu'il y a beaucoup d'actions déjà qui sont menées, comme je le disais, localement par la société civile, soutenues en cela par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mais en plus, on a quand même tous les partenaires du système des Nations Unies qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans cette lutte contre les mutilations génitales féminines. Parce que nous parlons de l'excision, mais l'excision n'est qu'une forme, c'est un type. N'est-ce pas? C'est un type. Tout à l'heure, vous parliez du fait que c'est cousu. Oui, ça, c'est une autre forme, c'est un autre type qu'on appelle l'infibulation. Vous voyez? Donc, ces pratiques-là, aujourd'hui, que ce soit au niveau de la société civile, des partenaires de l'État de Côte d'Ivoire ou les ministères techniques comme tels, il y a d'abord beaucoup de sensibilisation. Parce que nous avons parlé du fait culturel. Mais au-delà du fait culturel, dans certaines localités, cette pratique serait soutenue par une perspective religieuse. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, c'est notre religion, n'est-ce pas, qui l'autorise ou qui nous le demande. D'aucuns vont vous dire, c'est la culture. Mais que ce soit l'orientation religieuse ou l'orientation culturelle, nous nous demandons, est-ce que ça vaut la peine de mettre sur la balance la dignité de la femme, avec tout ce que cela comporte, et le respect, n'est-ce pas, de telle prescription ou de telle autre. Toujours est-il que, d'un point de vue des coutumes, ce sont les hommes qui se donnent des traditions. Exactement. Et donc, les hommes peuvent changer. Et donc, ce qui est fait, c'est justement amener
nos populations, amener les leaders à comprendre que si d'aventure on pouvait le tolérer par le passé, peut-être parce que la science n'avait pas suffisamment évolué, aujourd'hui quand même, les effets de cette pratique sont mis à nu. Alors, on va juste marquer une pause publicitaire et on va continuer cette émission avec nos invités. Vous ne partez pas, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des Femmes d'ici. Nous sommes toujours avec nos invités. Clarisse Tewa, présidente d'ONG, Lucie Koné, victime d'excision, et Cyril Komgep. Aujourd'hui, là, on n'est pas trop, nous ne sommes pas trop contentes, en fait. Parce que, avec tout ce qui se fait là, tout ce que Lucie nous a expliqué, c'est pas bien. Ouais. Pas. Nous, les femmes, d'ici, d'habitude, on est contents, on est de bonne humeur, mais quand ça nous touche, nous, les femmes, là, c'est pas... En tout cas, on refuse. Alors, ce que moi, j'ai envie de savoir, Lucie, c'est que c'est difficile, hein, quand tu en parles. Je sais que c'est difficile. Tu as encore les séquelles, tu t'en souviens, comme si c'était hier. Oui. Est-ce que ça a eu des répercussions sur tes relations amoureuses? Oui. Beaucoup? Oui. D'accord. Dis-nous. Parce que, généralement, les hommes, là, quand vous allez, c'est toi-même, toi, la femme, déjà, tu ressens déjà un blocage au niveau sexuel même. C'est-à-dire qu'il y a des parties quand tu ne veux pas qu'on te touche, pour te déshabiller, c'est-à-dire pour mettre ta nudité même, tu n'es pas prête. Tu ne veux pas te mettre nue? Tu ne veux pas. Et puis, lors des rapports, souvent même, tu as mal parce que tu n'arrives pas à être lubrifiée comme une femme normale, quoi. Ah là là, d'accord. Est-ce que votre mari était au courant de ce que vous avez vécu? Bon, parce que ce n'est pas tous les hommes qui en parlent. Donc, c'est un peu difficile. Et puis, comment aborder le sujet avec ton partenaire? Il y a des hommes, quand ils découvrent net, ils te laissent, ils te disent que tu es une femme maudite. Oui, oui. J'ai eu un homme comme ça. Et puis, c'était lors de notre premier rapport. Dès qu'il est arrivé, il dit, tu as été une femme, il dit oui. Il dit non, toi, tu es une femme maudite. Moi, c'est pervers, méchant comme ça, là. Ça m'a... Vous avez perdu confiance en vous, en fait, avec ça. On pleure. Ça vous a brisé, déjà que vous étiez brisé. Tu l'as pas briefé avant un peu pour lui dire... Non. Toi-même, tu n'as pas le courage. C'est difficile même. C'est difficile parce que comment la personne va réagir, c'est un peu difficile. D'accord. C'est difficile. Je voulais vous demander à vous. Alors, il y a des infections quand même qui suivent des fois quand les outils qui sont utilisés ne sont pas stérilisés. D'ailleurs, même, ce n'est même pas des outils adaptés pour. Ce n'est même pas une pratique qui doit se faire. Beaucoup d'infections. Beaucoup. Il faut dire que l'ONG ABFEV que nous sommes rencontrons beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il y a les infections. Je veux dire clairement les pertes blanches qui sont à différentes étapes, qui finissent pas. Déjà les douleurs au niveau de l'activité sexuelle. Déjà, je reçois en moyenne près de 10 femmes, voire 11, 12 par jour, qui me disent qu'elles ont été laissées à cause de leurs hommes. Et il y a l'accouchement qui rentre en ligne de compte. Laissées par leurs hommes? Oui, à cause de ça. De l'excision. Et il y a aussi l'accouchement qui a un problème véritable, vu que le matériel n'était pas stérilisé, ça crée d'autres... Il y a tellement de problèmes que ça occasionne. La difficulté d'enfantement. Il y a le cas de stérilité. On n'en parle même pas, en fait. Ouais. On pense que la stérilité, c'est juste un autre... Mais ça fait partie de ce domaine-là. Beaucoup de femmes excisées vivent ce problème de stérilité-là. Est-ce que Lucie a des enfants? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu as pu en avoir? Oui. C'était difficile aussi? Un peu difficile, quand même. Pendant l'accouchement? Oui. C'était quoi? Voix basse, césarienne? Voix basse. D'accord. OK. Et aujourd'hui, est-ce que c'est condamnable? Qu'est-ce que la loi ivoirienne dit par rapport à ça? Le code pénal dit que c'est passible de 5 ans, 5 ans d'emprisonnement. Et puis elles sont encore là en train de faire la première femme qui a été emprisonnée en Côte d'Ivoire, c'est une femme de chez moi. Je préfère taire son nom parce qu'elle est devenue une mère pour moi et elle m'aide à combattre sur le terrain. Donc je préfère. J'étais avec elle la semaine passée. D'accord. Vous verrez bientôt un reportage sur tout ça.
Donc, ça veut dire que quand on les attrape, les femmes, là, elles vont en prison. Elles abandonnent. Mais en même temps qu'elles abandonnent, ça crée d'autres problèmes dans le cadre de la tradition. Il y a leurs enfants qui meurent, il y a d'autres choses. C'est pour ça que Cyril a dit tout à l'heure, ça dépasse le cadre de l'excision simple. Mais en fait, alors on va aller justement dans le cadre un peu mystique, là, pour ce que j'ai entendu. Mais est-ce que, Lucie, tu veux rajouter quelque chose tout à l'heure par rapport à l'enfantement, ce qui avait été difficile pour toi? Elle est très émue. Vas-y. Bon, lorsque tu commences à avoir des douleurs, là, c'est... Les contractions, là. Les contractions, c'est vraiment douloureux. Parce que tu n'es pas comme les autres femmes. C'est ça. Donc, ça fait que si tu n'as pas trouvé une bonne femme, une bonne sage-femme pour te suivre, là, ça sera vraiment difficile. Mais moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. J'ai croisé une bonne maman qui me suivait. Donc, à chaque fois, elle me demandait de venir. Même si je n'ai pas rendez-vous, elle me demande de venir pour pouvoir suivre. C'était difficile. Les professionnels de la santé sont formés. Ça a été difficile. Oui. Est-ce que les professionnels de la santé sont formés pour les femmes excisées, les femmes non excisées? L'ONG ABFF travaille avec le meilleur médecin de la Côte d'Ivoire. Le meilleur médecin, mais pas tous les médecins. Oui, on en a plusieurs. OK. On en a plusieurs. Aujourd'hui, les médecins sont à fond là-dedans. Beaucoup veulent travailler avec les leaders que nous sommes, les ONG. Et donc, ce que nous faisons, nous avons les femmes, nous entrons en contact avec les médecins, c'est un partenariat que nous avons signé. Et puis, bon, nous ne combattons pas seulement l'excision, nous faisons aussi la restauration du clitoris. Alors moi, je voulais demander exactement, aussi, justement, vous faites beaucoup de réparations, vous financez les chirurgies réparatrices. Comment ça se passe après? Est-ce que ces femmes-là retrouvent la même sensation, Lucie? Est-ce que vous avez vécu ça? Comment ça se passe? Pour le moment, moi, je suis encore en attente. D'accord. Voilà. En attente de quoi? En Elle est en phase de préparation, si je peux me permettre de dire. Pour réparer le clitoris? Oui, pour la réparer. Parce qu'on travaille avec des psychologues. Okay. Donc, il faut d'abord travailler le côté psychologique et puis après faire des examens et puis faire sa restauration. Là, bientôt, on va la prendre. Lucie. Moi, je voulais demander à mon papa à côté. Papa, Boni. Madame. Mouvement est abakoto. Il faut qu'on rie un peu, ça touche un peu. Mais moi, bien. Voilà, mais papa, dis-moi un peu. Oui. Au niveau de l'Afrique de l'Est, c'est encore beaucoup plus accentué là-bas. Là-bas, c'est vraiment très grave. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Parce qu'on a toute l'Afrique qui nous suit. Qu'est-ce qu'au niveau peut-être de ces pays-là, il y a une loi aussi qui a été votée contre ça? Oui, disons qu'en Afrique, il y a pas mal de pays quand même qui ont adopté des législations un peu contraignantes par rapport à la pratique des mutilations génitales féminines. Mais comme on le dit, un fait, lorsqu'il est culturel, on ne peut pas prétendre l'éradiquer du jour au lendemain. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il y ait des actions constantes, des actions coordonnées. Que les organisations de la société civile puissent être assurées de l'accompagnement de l'État, que l'État soit assuré de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Parce que pour avoir des équipes dans toutes ces localités pour des sensibilisations permanentes, vous êtes d'avis avec moi qu'il faut quand même un accompagnement financier. Bien sûr. Ce n'est pas une pratique qu'on peut éradiquer du jour au lendemain, comme je disais, mais on ne peut pas non plus y aller par à coup. Ça veut dire qu'on est là, pendant 6 mois, on fait de la sensibicisation, on disparaît, on revient après 4 ans, les habitudes reviennent rapidement. Exactement. Donc il faut que ce soit constant et que cela s'inscrive vraiment dans une dynamique éducative. Parce que je suis d'avis que les États prennent les lois, il faut que ce soit contraignant, il faut que les gens puissent répondre de leurs actes devant la justice. Exactement. Mais à côté de cela, il faut qu'on puisse éduquer déjà les jeunes générations. Parce que c'est surtout sur les nouvelles générations qu'il va falloir miser pour briser, n'est-ce pas, la logique de transmission. Sur les campagnes que vous faites sur le terrain, dans les villages, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'homme, vous êtes beaucoup plus écouté par tout ce qui est chef religieux, chef de village, plutôt qu'une femme qui viendrait pour sensibiliser? Effectivement, je crois que là, c'est un élément qui est à contextualiser vraiment. Ça veut dire que moi, en tant qu'homme, je n'irai pas tenir ce langage-là aux mamans qui sont au village. De toute façon, dès que vous allez prononcer les premiers mots, elles vont disparaître les unes après les autres. Donc, il faut des stratégies. On développe des stratégies de sorte que je sais qu'en tant qu'homme,
je peux débattre des questions de sexualité avec des hommes. Donc, les leaders coutumiers, des leaders religieux, on peut débattre. On arrive à se comprendre. Et nous, à notre niveau, ce que nous faisons, nous les mettons en mission. On leur demande d'assumer leurs responsabilités. Mais de l'autre côté, nous avons des collègues, nous avons des femmes qui travailleront avec les femmes, qui travailleront avec les mamans, qui travailleront avec nos sœurs pour qu'elles puissent comprendre que c'est une pratique qui est foncièrement injuste. Mais oui, et méchante. Une pratique qui est injustifiable. Injustifiable, c'est donc ça, incroyable. c'est Ces matrones-là, est-ce que si elles arrêtent de faire l'excision, par exemple, elles auront quelque chose d'autre à faire? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un boulot, un truc à leur disposition? Oui, ben écoutez, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, on a essayé avec des partenaires, surtout du système des Nations Unies et d'autres ONG internationales, on a essayé tout cela. Ah bon? On a essayé tout cela. Il y a eu dans ce pays ce qu'on a appelé des cérémonies, n'est-ce pas, au cours desquelles les dames déposaient le couteau. Ah oui. En échange, n'est-ce pas, de financement pour des activités génératrices de revenus et tout. Mais vous savez, dans ces cérémonies, il y a beaucoup de folklore. Il y a beaucoup de folklore. Parce qu'aujourd'hui, dès que des gens savent que, bon, il y a une enveloppe après, tout le monde vient, on vous dit non, on a abandonné. C'est ça. Mais 2 mois, 3 mois après, vous vous rendez compte, les informations qui vous viennent du terrain font état de ce que Est-ce que le ça fait continue. que c'est condamnable et tout ça, ça freine un peu? Et puis, est-ce qu'il y a vraiment des condamnations? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont fait la prison pour ça? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit que la première dame a fait la prison. Si, Oui, mais combien la première dame aujourd'hui? Aujourd'hui, quand même, avec, je n'ai pas les dernières statistiques du ministère de la Justice, mais c'est clair qu'à notre connaissance, il y a quand même une cinquantaine de cas. Qui ont fait Il y a quand même une cinquantaine de cas. Mais nous estimons que, j'allais dire, c'est dérisoire. Parce que... Qui va dénoncer son camarade du voisin? Voilà, donc c'est extrêmement... Ils doivent mettre leur photo partout, comme ça, au moins, ils vont savoir que quand Oui, mais vous savez que dans un état de droit aussi, on ne peut pas le faire. Oui, je sais. Quand on médiatise les punitions, là, ça fait peur un peu plus aux gens. Alors moi, je veux vous demander, vous avez l'ONG, vous recevez beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Ces dames, psychologiquement, comment elles sont? Est-ce qu'il y a certaines qui pensent au suicide? Il y en a d'autres qui sont vraiment totalement désemparées et qui ne veulent plus vivre. Il y en a. Il faut dire qu'il y a trop de femmes même. Elle en fait partie, mais bon, on a réussi à la remonter carrément, voilà. Elle fait partie de ces femmes-là qui ont été détruites carrément, surtout qu'elle a eu des enfants et que après le mec, il l'a laissée. Et donc, il faut dire qu'il y en a. Il y a même des femmes intellectuelles. Il y a même de grandes femmes qui viennent me voir pour dire comment vous avez fait pour remonter la pente. Vu que moi, je suis une restaurée. Et voilà. Tous étaient excisés? Oui. Ah, d'accord. Je suis une restaurée. Et c'est pour ça que j'ai eu le courage. Je suis passée sur les antennes pour dire à mes sœurs que vous avez encore de l'espoir. Bien sûr. Voilà. Tu as dû faire la chirurgie réparatrice? Oui, j'ai fait la chirurgie réparatrice. Et est-ce que c'est pareil, c'est-à-dire le plaisir revient normal et tout? Alors là, avec son sourire, là... Ah oui, il faut le dire. Un sourire aléatoire. Alors, quand on a une femme restaurée, je vous explique brièvement, la restauration de clitoris, c'est juste que, j'explique ça terre à terre. Allez-y, bien sûr. On fend les 2 côtés. Le clitoris fait environ 10 à 12 cm. Donc, c'est les 2 cm là que les exciseuses coupent. Et donc, ce qui reste à l'intérieur, là, on fend les 2 côtés et puis on le fait ressortir. Et là, il est plus sensible que celui avec lequel on est. Du coup, l'homme n'a même pas besoin. Je peux me permettre de le dire. Avant, quand je rencontrais mon homme, parce que ça fait 20 ans que je suis avec lui, c'était difficile. Je lui disais même... Et tu peux éteindre la lumière, à cause de la honte. Ouais. Mais là, depuis que je fais ma restauration, on ne peut pas. C'est comme si tu as envie de t'envoler. Tu te sens femme, tu t'assumes. Alors, tu décapes, tu vas jusqu'à créer des scènes sexuelles. Bravo! C'est ma sœur, ça. Vraiment, je suis contente. Au moins, ça fait rire. C'est ça qu'on parle tous les jours ici sur ce plateau. Le plaisir, on ne joue pas avec ça. En tout cas... Toi, tu es là, on parle de plaisir, ça te fait mal. Tu trouves qu'on est grossière ou bien on est en train de faire des choses pour de la dépôt. On n'est pas en train de dépôt avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait pas le... Ils sont venus déposer son clitoris à sa place. Ils sont allés tirer ça dedans pour faire ressortir. Elle dit que tous les jours, elle est prête pour ça. Pour s'envoler. Là, tu dis quoi? Non, ma chérie, tu as une 10. Déjà, est-ce que si tu n'as pas été excisée, est-ce qu'il y a une manière de faire ressentir? Anyway, donc Lucie, tu vois que tu as de l'espoir, tu as encore, oui, tu sais que ça va finir bientôt. Donc c'est dans combien de temps?
Bon, j'attends. J'attends façon, que... tu as le bon moment. De toute façon, tu as coutu là. Ah, ma Environ chérie. 2 mois, c'est Dans environ vrai. 2 mois. Oui, vas-y, C'est que Aurélie. j'ai compris tout à l'heure de M. Cyril que la tradition veut faire comprendre aux femmes que si tu t'es fait exciser, c'est là que tu pourras avoir des beaux enfants, tu pourras... Alors qu'en réalité, c'est vraiment le contraire qui arrive, quoi. C'est le contraire, ouais. Oui, il y a plein de dégâts. Ça, ce qu'on peut dire très clairement, vous allez aujourd'hui, comme le disait Madame Théoa. mon collègue, on a de plus en plus de médecins qui travaillent sur ces questions. La dernière thèse, j'ai participé, du moins, j'ai assisté à la soutenance d'une dernière thèse en médecine ici à l'université Félix Houphouët-Boigny au mois d'octobre sur la question des mutilations génitales féminines. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de travaux scientifiques qui sont faits sur cette question. D'accord. Et d'un point de vue juridique également, il y a pas mal de choses qu'on commence à mettre en place. OK. Mais seulement, on a quelques personnes, il y a quelques cas qui arrivent à bénéficier, n'est-ce pas, de la restauration. Ouais. Mais pourquoi? Mais non, mais je vais C'est parce que cher, extrêmement, mais ça coûte cher justement la restauration. Ah. En Côte d'Ivoire, c'est 500 000 francs. Ailleurs, en fait, c'est le plus petit Mais prix. 500 000 francs, je pense que c'est... Ah non, c'est pas à la C'est- portée de non, tout le monde, parce que malheureusement. 500 000, Malheureusement. c'est... Attendez, Enfin, je suis même avant d'accord. la- Attendez, j'ai pas encore fini. Ce que je veux dire, je dis pas que 500 000 francs, c'est pas cher, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit des chirurgies esthétiques de 2 millions, 3 millions pour le lifting, pour plein de choses. Donc ça, pour 500 000 francs, Oui, je mais pense qu'on peut facilement parlons du économiser, pouvoir en fait. d'achat, n'est-ce pas, de ces, Ouais. de Tout ces le monde... femmes. Oui, en général, c'est les femmes qui sont dans les coins reculés aussi. monde n'a Il pas- va venir une fille qui a Abidjan, ses yeux sont ouverts Est-ce qu'elles pour n'ont dire pas alors, aussi t'es peur excisé. Est-ce qu'elles n'ont pas aussi peur d'aller vers la restauration parce qu'elles se disent que peut-être c'est encore quelque chose de Des traumatisant, blancs et etc. traumatisants. Ça dépend, Ah, parce de qu'en blanc. en zone rurale, par Ça exemple, se fait à Abidjan. en zone rurale, là où les gens sont encore L'ONG qui fait. plongés dans ces traditions, où chaque jour on va te rappeler ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ou bien te dire ce que tu ne dois pas faire. Il y a eu des campagnes à l'intérieur du pays où il a été difficile de trouver des femmes qui acceptent. Elles font un bout de chemin, mais quand il faut se décider, C'est difficile. c'est difficile. Parce que, quelque part encore, il y a malheureusement la stigmatisation. C'est ça. Hein, disons que dans ces cultures-là, à tort ou à raison, on estime que le fait d'être excisé, le fait d'avoir subi l'une ou l'autre forme de mutilation génitale féminine, ça fait de vous véritablement un membre de la communauté. Ça veut dire qu'il y a un cercle, Vous appartenez à un cercle, en fait. Lorsque les femmes, c'est très lorsque les profond, femmes au village parlent, vous n'avez pas droit au C'est ça, chapitre. vous si êtes dans vous le n'êtes même pas passé groupe, par là, vous association, voyez. les réunions Donc et le tout. fait de ne pas être passé par la mutilation vous exclut, n'est-ce pas, de la Mais tout le monde n'est pas obligé de savoir qu'elle a eu recours à une chirurgie. Surtout, oui. Elle fait genre, et puis elle vient s'asseoir à la réunion Sauf si aussi. son mari partage. Voilà, mais justement, c'est à ce niveau-là que Voilà. vous et Son moi, mari ne partage pas. Il faut se situer à ça. un certain niveau aussi, n'est-ce pas, D'accord. à un certain niveau, parce que pour beaucoup, le poids de la culture est tel que Effectivement. elle n'ose pas. C'est ça. Vous voyez, elle n'ose pas. Dija, Mais de... Moi, je suis un peu... Enfin, je sais plus ou moins ce que c'est parce que j'ai des connaissances qui se sont faites exciser. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais le dégât est pour moi plus psychologique que physique. Tu vois, quand tu as honte de ton corps, quand tu n'es plus capable d'aller avec un homme, quand tu te sens diminuée en tant que femme parce qu'il y a quelque chose qui te manque, c'est très compliqué. C'est des personnes, enfin, j'en connais une particulièrement qui a été dépressive pendant très longtemps. Parce que oui, elle disait, moi je ne suis pas une femme en fait. Ouais. Je ne peux pas avoir de petits copains, je ne peux rien faire parce que qui va vouloir aller avec moi concrètement? Moi, je voulais juste demander quelque chose qui est sexuel, en fait, si vous permettez. D'accord. En tant que vous avez été excisée aussi, est-ce que peut-être la masturbation permet à des femmes excisées de pouvoir connaître un minimum de plaisir ou est-ce que pas du tout? C'est juste une question. Non, je ne crois pas. Dans plusieurs... selon l'écoute que je fais avec les femmes, non. non. Certaines essayent, mais bon, souvent on coupe, on racle le clitoris. C'est pour ça qu'on dit total ou partiel. Là. Total ou partiel. On racle carrément, on va jusqu'à couper les petites lèvres. Et donc, imaginez une femme comme ça qui essaie de se masturber. Ça ne va jamais marcher. Ça va, Lucie, Alors moi, Jamais. voilà. toi, j'ai l'impression que ça te ramène des souvenirs encore. Moi, je voulais lui demander aussi quelques questions sexuelles. Vas-y.
Donc, Lucie, question sexuelle. Je voulais te demander si... Qu'est-ce qui fait que quand tu es un rapport avec un homme, tu penses que l'homme sait que tu es excisé? Est-ce qu'il peut savoir? Il ne sait pas, c'est toi. C'est toi qui vas lui dire, sinon lui-même, il ne sait pas entendre. Mais ça se voit, non, ou pas? Non. Ça se voit pas. Ça dépend des positions. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Je suis un peu perturbée, façon. Ça dépend des positions. Si tu veux... Parce que quand tu as une... Non, allons-y, bébé. C'est comme ça. Si, vas-y. Quand tu as une femme excisée, là, c'est dit, si tu ne veux pas que ton homme sache, c'est dit, c'est toi qui dois prendre le dessus. Ah, tu as t'asseoir sur lui. Voilà, c'est toi, en tout cas, c'est toi qui dois prendre le dessus. Merci, viens sur Voilà. toi. Mais maintenant, s'il veut venir sur toi, maintenant, toi, tu sais c'est quelle position toi, tu dois... Mais il ne faut pas que tu vas vouloir pour lui montrer. Non, mais puis à un moment donné, J'ai bien compris. Mais si, ok. Mais je veux dire, même quand tu prends les devants, mais si lui il touche, il va voir quand même qu'il y a un truc qui manque. Mais tu ne vas pas accepter qu'il touche. Généralement, c'est toi, tu vas essayer de le manipuler pour ne pas qu'il arrive là-bas. C'est pour ça que tu parles avec une relation longue durée parce que forcément, au fil du temps, il va s'en rendre. Je trouve un peu bizarre quand même. Non, c'est à cause de ça. Peut-être tu vas commencer petit à petit à lui parler. Tu essaies de lui poser souvent des questions. Vous allez envoyer les petits débats pour voir sa réaction. Est-ce qu'il va pouvoir accepter ça? Moi, je trouve un peu bizarre parce qu'il y a des femmes qui ont des clitoris qui sont dedans. Hein. Souvent, il y a des femmes qui ont des gros clitoris. Il y a d'autres aussi, poils, là, c'est petit. Bon, mais au moins, c'est pas coupé. D'autres même, ils cherchent même. Au moins, c'est pas coupé. Mais en fait, maintenant, le gars peut pas savoir envie de demander il peut savoir. D'accord, ok, on a compris. Il va savoir ou Ce que j'ai pas. envie de demander aux deux, c'est est-ce que au niveau des pertes en vie humaine, c'est assez conséquent? Oui, mais ça, on ne pourrait pas le savoir. On ne pourrait pas le savoir parce que... Quand on sait qu'il y a des bébés qui se... Lorsqu'il y a des bébés ou lorsqu'il y a d'ailleurs des jeunes filles qui sont mutilées, même traditionnellement, les matrones auront leur explication. Leur excuse, ouais. Et très souvent, c'est nous, les femmes qui ont été victimes de l'une ou l'autre forme de mutilation, nous parlons des survivantes. Ouais. On parle de survivantes et non de victimes. Ouais. On parle de survivantes parce que justement, elles reviennent de loin. Ouais. Parce que ça peut entraîner la mort. Bien sûr. Et lorsqu'il y a mort d'homme, justement, on ne va pas le mettre, on va pas le mettre sous le fait qu'elle ne maîtrise rien en matière d'anatomie. Et qu'elles n'ont rien pour pouvoir arrêter, par exemple, les saignements et autres. Mais on va vous dire, bon, c'est sûr que dans ta famille, il y a quelque chose, c'est sûr que vous êtes des sorciers. On va trouver des éléments métaphysiques pour expliquer. Oui, mais surtout on dit souvent que le clitoris, quand c'est coupé, des gens utilisent ça pour avoir de la puissance et tout. Ça, c'est aussi... c'est justement, justement pourquoi on disait qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est entourée, n'est-ce pas, de tellement de mysticisme. Mais oui, parce que tu te demandes où va les clitoris de ces enfants-là. Qui prend les clitoris? C'est pourquoi on parle. Mais nous, en tant qu'acteurs de terrain, nous parlons au conditionnel. Ouais. Nous parlons au conditionnel parce que nous recevons pas mal de témoignages, on entend ce que des gens disent et tout. Mais vous savez que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas présents là où la pratique se fait. Donc, on ne pourrait pas attester de la fin ou de l'utilisation ultime. Du clitoris. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation là, peut un jour contrer vraiment le poids de la culture? Oui, mais vous savez, la sensibilisation, c'est pourquoi je vous disais qu'aujourd'hui, on mise davantage sur les survivantes elles-mêmes, mais sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Parce que de plus en plus, il est, j'allais dire, facile entre jeunes de parler de sexualité et entre jeunes filles, peut-être une parenthèse tout à l'heure, lorsqu'on parlait du plaisir sexuel. Vous êtes entre copines. Vous revenez à l'école le lundi après un week-end. Bon, il y a la Saint-Valentin qui est passée. Et puis, les autres vont vous expliquer comment c'était, n'est-ce pas? Il y en a qui aiment les détails, comme les yachous. Et puis vous vous demandez, mais avec vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous ne faites pas forcément le lien entre cette absence de plaisir et le fait que vous avez été mutilé. Il y a beaucoup de jeunes filles, spontanément, qui vont penser que, bon, c'est le petit ami qui ne vaut rien. Et à partir de ce moment, il va falloir courir d'expérience en expérience pour voir si on arrive à tomber sur le bon mec. Mais malheureusement, après, on va se plaindre de la débauche. On va dire, oui, alors qu'on voulait éviter la fille d'être prostituée, et maintenant elle devient prostituée. Voilà un effet contraire à ce que nos parents disent au village. Promotion de la fidélité, mais la fidélité, on ne peut pas l'obtenir
en mutilant des jeunes filles. La fidélité passe par l'éducation. Mais si on n'est pas capable d'éduquer les enfants aujourd'hui, si on n'est pas capable de transmettre des valeurs, on ne peut rien attendre d'autre. Ce n'est pas en mutilant, n'est-ce pas, qu'on va prétendre avoir cette fidélité. Mais en parlant de miser sur les survivantes, il y a des survivantes aujourd'hui qui prônent l'excision. Justement, j'allais venir à ça. Qui prônent, qui disent que c'est très bien, elles ont été excisées, elles vivent heureuses, elles sont bien. Donc, voilà, ça, il faut vraiment qu'on pose cette question. C'est un problème. On en connaît. Elles sont vraiment... elles disent que c'est là que tu as le plaisir et tout ça. Et que ce qu'on raconte là, c'est du n'importe quoi. Non, on est d'accord. La seule chose, c'est quoi? C'est que toutes les conséquences physiques dont on parle peuvent dépendre d'une femme à une autre, n'est-ce pas? Peuvent dépendre d'une femme à une autre. Et aujourd'hui, même scientifiquement, c'est clair que le clitoris n'est pas le seul organe qui permet à la femme d'éprouver du plaisir sexuel. Mais la fonction plaisir n'est pas non plus la seule fonction du clitoris. Donc il faudrait qu'on le sache. C'est ça, je suis d'accord. Lorsqu'on parle des accouchements difficiles, lorsqu'on parle du fait qu'elles ne sont pas lubrifiées, aujourd'hui, tout le monde se plaint, je ne suis pas médecin, mais tout le monde se plaint, 2 jours là, on dirait que c'est césarienne seulement, c'est césarienne simplement. C'est parce que quelquefois aussi, les médecins ne prennent pas tout le temps d'expliquer que, là, c'est parce que, je suis désolé, quel que soit ce qu'on va faire, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse, l'enfant ne peut pas être en bonne santé si on s'obstine à vouloir vous faire accoucher par voie basse, simplement parce que c'est pas possible. Moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que les papas qui acceptent de faire ça, eux-mêmes, ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils évitent, d'après eux, que leurs filles deviennent des prostituées ou bien des infidèles. Mais eux-mêmes, ils ont 5 femmes. Donc, ils vont mutiler toutes leurs 5 femmes, plus les enfants des 5 femmes. Et puis, lui-même, il va prendre qu'un plaisir. Après, si tu es méchant. Mais moi, ce que je voulais vous demander, c'est surtout votre avis sur ces femmes-là qui disent qu'en fait, au contraire, elles prennent du plaisir en ayant été excisées. Quel est votre avis dessus? On ne connaît pas le vrai plaisir. Comme Cyril l'a dit tout à l'heure, ça varie d'une femme à une autre. Mais je reste persuadée. Toutes les femmes ne sont pas forcément clitoridiennes. C'est ça. Justement. Voilà. Mais qu'elles soient, même si elles ne sont pas clitoridiennes, le plaisir est moindre qu'une femme qui est restaurée. Là, elles savent que nous sommes d'accord là-dessus. De toute façon, ce que tu ne connais pas ne te manque pas. Donc, elles ne savent pas ce que c'est que de ne pas être excisée. Donc, moi aussi, mon excisé... Même à 2 semaines, quand on a une femme restaurée, le clitoris te fait vibrer seul. Tu t'assois, tu vibres seul. Il te dit qu'il est là, il doit travailler bientôt. Il te sent... On se sent revivre. Amen. C'est la révélation, là. Le thème consacré, c'est la restauration. C'est ça, la réparation. La restauration du clitoris. Alors, on va se restaurer un peu en pub et on revient tout de suite après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on continue de parler excision avec Clarisse Tewa, Lucie Connet et Cyril Conguep. Alors, avant de partir au Sans Tabou, je vais demander rapidement à Clarisse, parce que Clarisse, je sens que la restauration, là, t'as fait beaucoup de bien. Voilà, ça t'a restauré. Elle est comme ça. Elle est dans le vent. À partir de quel âge on peut faire une restauration? Parce qu'il y a des filles, peut-être, qui vont se dire, si elle découvre à 12 ans qu'elle peut faire, je sais pas moi. Non, généralement, 20 ans, à partir de 20 ans, 25, et puis au-delà. Voilà. Moins que ça, on attend, on étudie encore. D'accord. Le corps n'a pas encore fini de grandir. Et ça se fait en Côte d'Ivoire ici, hein? Oui. À Abidjan. Voilà. OK, ça marche. Alors, on va passer au Sans Tabou maintenant. Sans Tabou, s'il vous plaît. Bon, alors, fini la tristesse, fini les pleurs, hein, Lucie? C'est bon? Ça va? OK. Sans tabou ici, là, c'est pour dire les choses comme elles sont. Tu as compris, non? La question du sans tabou. Pouvez-vous sortir avec un homme qui n'est pas circoncis? Dis déjà, tu connais circoncis? Bon, alors, moi, je pourrais dire, je n'ai pas encore connu ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont accepté et qui vivent une vie épanouie avec leur homme. Donc, ça peut exister. C'est possible. Il y a le visage de Camille. Bon, en fait, moi, pendant qu'on parle de mutilation, je me demande est-ce que c'est pas aussi une autre forme de mutilation masculine? Mais justement, on allait venir à ça tout à l'heure. Je veux bien répondre. Vas-y, Yasmine. Alors, je pense que c'est plutôt pour une question d'hygiène qu'on circoncie les hommes. Okay. Parce que quand ils ne sont pas circoncis, que la peau déborde,
dedans, là, il y a une petite odeur. Souvent, mais il y a les petites saletés qui se logent là-bas. Non, mais je vous dis, vous posez la question, voici un médecin, il va vous dire. Il y a certains de vous affairer sur le moment. Là, il va vous expliquer. Donc, souvent, si le gars nettoie bien le cococlé, on appelle ça le cococlé. S'il nettoie bien le cococlé, qui pousse bien pour aller en bas, il nettoie souvent les matins. Il va voir que les odeurs vont partir. Donc, on peut. L'amour n'a pas de frontières. Ça dépend. Bon, si la poche, bon, ça dépend de comment il est. La question, c'est oui, mais tu peux accepter de sortir avec un homme qui n'est pas circoncis. Circoncis. Oui. Bon. C'est maintenant tu as bien compris la question. En tout cas, s'il nettoie bien, et puis il n'y a pas odeur là-bas, là. Il est au coïch. Alors, Cyril, hein. Enfin, non, pas Cyril. Parce que moi, j'allais me demander... oui, là. Ça va être très compliqué. Cyril qui n'est pas circoncis, il n'est pas là-bas. Non, soit tu n'es pas circoncis, ou alors est-ce qu'il peut sortir avec ça? J'ai parlé tout à l'heure d'une autre forme de mutilation, mais en vrai, comme Yasmine a dit, je pense qu'il y a beaucoup cette partie hygiène, parce que les femmes, c'est là, tu nettoies et tout, mais il y a, comme tu as dit là, le prépuce, qui est la peau qui entoure, qui n'est pas forcément hygiénique. Donc, franchement, étant donné que je suis vierge, je ne sais pas. Faut voir. Toi, tu es quoi? Je suis vierge. J'ai envie de le lancer. Laisse la salade, la vierge qui reçoit tous les vierge, et puis les tontons qui font les rituels là, tes contacts ici, pas refuser. Tu es avec un homme qui n'est pas circoncis. Oui, pourquoi pas? Ça là. Tu peux pas. Pourquoi, Lucie, il faut nous dire. C'est culturel. Je n'ai jamais croisé ce genre d'homme. Vraiment. C'est difficile. C'est difficile. Je ne connais même pas même. C'est comme... Bon. C'est quand tu as visité dans mon quartier en zone 4 là-bas. Ils sont beaucoup là-bas. Alors, dis-nous, Clarisse. Alors, moi, je ne parlerai pas de moi, mais je suis une dame. Je suis en train de suivre une dame qui m'aurait dit que son homme ne s'était pas fait... Non circoncis, OK. Était non circoncis. Et donc, elle me dit que le pénis la blesse. Aïe, elle aussi, elle a quelque chose. Et quand il est en érection, ça blesse. Déjà, elle est obligée de appuyer, voilà, de tirer. La peau. Le prépuce, la peau, là. Oui. Voilà, ça non, parce que normalement, il y a la peau dessus. Une pointe, voilà. Il y a la peau dessus, mais quand il est en érection, la peau se soulève. Oui, mais pas totalement. On dit de tirer pour là-bas. Elle déshabille. On descend la peau. Elle le déshabille. On décalote. Hé, Kadi. Elle déshabille. Écoutez, j'ai fait des recherches pour cette émission. Non, voici ça dans ma main. Elle déshabille le coco clair, au fait. L'épaule a fermé sa tête. Donc, pour que sa tête fait plus la plus que le bout soit comme pour un homme circoncis. Donc, ça la blesse. Voilà, ça la blesse. Et donc, c'est la solution que nous étions en train de trouver. Mais de quoi est-ce qu'on peut considérer... Elle est excisée qu'elle a mal aussi par rapport à ça? Le mec, non. Il a eu ce problème-là avec d'autres femmes qui l'ont laissé. Avec d'autres femmes. Mais le docteur qui vous a mis à l'aise, il peut aussi mettre à l'aise le monsieur pour couper. Oui, il y a les hommes qui se font ça. Jusqu'à quel âge? Ils le font comment? Il paraît que les hommes, ça fait beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile de cicatriser quand on est adulte que quand on est enfant. Mais est-ce que du coup, c'est pas considéré comme une mutilation génitale? C'est justement cette comparaison-là qui a fait que les hommes ont pris la décision de mutiler. Justement, c'est à ça que je voulais arriver. D'accord. Attendez, on va laisser Cyril parler. Oui, Cyril, bon, depuis là, il veut pas. Non, concrètement, il y a des... En fait, je dirais qu'il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible parce que les dégâts ne sont pas les mêmes. Ah oui, les dégâts ne sont pas de même nature. C'est très bien que ça vienne d'un homme. Vas-y, Cyril. Les dégâts ne sont pas de même nature. Franchement, il faudrait que ce soit clair. Okay. Parce que tout à l'heure, on parlait d'une question d'hygiène et trucs. Mais la mutilation génitale féminine n'est pas de l'ordre de l'hygiène. Mais c'est de l'ordre du contrôle de la sexualité de la femme. OK, d'accord. Pourquoi l'homme devrait se donner le droit de contrôler la sexualité de la femme? De décider quand est-ce que tu peux sentir, éprouver du plaisir ou pas. On a parlé de l'infibulation. C'est ça. Mais c'est incroyable, c'est terrible. On va jusqu'à coudre. Et donc chaque fois, et puis on laisse juste un tout petit orifice. Aïe, aïe, aïe. Donc chaque fois que l'homme revient en griffe de la chasse ou bien de la guerre, il va falloir ouvrir. Et s'il repart, il faut recoudre. Mais c'est un supplice. Mais c'est pas possible.
My God. C'est pas possible. On ne peut pas te mettre. Ouais. On ne peut pas te mettre. Voilà. Maintenant, que le fait que la circoncision soit quelque chose de lié à l'hygiène et autres, bon, mais... Esthétique aussi? D'esthétique, oui, peut-être. Mais ce que moi je sais, franchement, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas mettre les deux sur la table. Ouais. Totalement. Et puis l'homme, oui, et puis l'homme, je suis sûre, et malheureusement, enfin, je ne suis pas sûre, mais s'il y avait un médecin, je pense qu'il dirait peut-être que l'homme ressent plus de plaisir, au contraire, en ayant été circoncis que non. Et ça, bon, je dis, c'est à vérifier. Mais par contre, la femme, elle, si tu fais ça, elle ne ressent plus de plaisir. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Et Clarisse, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un mot de fin pour toutes ces personnes qui sont circoncisées, qui sont excisées et qui nous regardent? Alors, je voudrais déjà remercier les femmes d'ici, ces femmes valeureuses-là qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Ouais. Je fais un coucou à toutes mes filles du Burkina, du Mali et puis de la Côte d'Ivoire, restaurées comme non restaurées. Je peux me permettre, je fais un coucou à mon époux, au général Messou, voilà, le directeur de la santé des armées, et à ma famille. Merci pour le soutien et je souhaite que l'État se penche beaucoup plus sur les ONG, qu'on nous aide à subventionner les restaurations. Parce que ça reste quand même le seul élément, en entendant, voilà, qui est la solution, pour le moment. Voilà. Alors, Lucie, dis-nous. Maintenant que tu t'es vidée, tu as partagé ce pan de vie-là avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire pour toutes les femmes qui vivent la même situation que toi? Je peux leur dire de ne pas se décourager, de toujours garder espoir et de chercher à prendre contact avec la présidente de l'ONG qui est là, Madame Tewa, que j'appelle ma maman. Ouais. Et je vous remercie aussi de m'avoir invitée pour que je puisse exprimer et pour que j'encourage aussi mes autres sœurs. D'accord. En tout cas, nous, on a hâte que tu fasses ta restauration. Ouais. Très vite, hein. Tu viendras faire son témoignage. Tu es une magnifique femme. Je sais que tu vas avoir un mari là qui va... Très courageuse aussi. Très courageuse. Voilà. Tu vas avoir envie de t'envoler comme Clarisse. Très bientôt. Alors, Cyril, dis-nous. Alors, simplement... c'est encourager toutes ces femmes, toutes ces filles, toutes ces mamans qui sont malheureusement passées par la case mutilation, mais qui aujourd'hui ont réussi à remonter la pente et qui, au quotidien, essayent de faire en sorte que cette pratique ne perdure pas, ou du moins que cette pratique ne passe pas par elles. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus quand même de mamans qui décident, qui prennent sur elles d'empêcher que leur petite fille ne soit mutilée. Ce sont des mamans qu'il faut encourager, mais surtout encourager également toutes les organisations de la société civile ivoirienne qui œuvrent pour l'abandon de cette pratique-là. Et au-delà des organisations de la société civile, un élément qui est important, c'est que de plus en plus quand même, nous avons des leaders religieux et des leaders communautaires. On a plein de chefs qui ont signé, n'est-ce pas, des chartes d'engagement et qui, dans leur localité, participent aux sensibilisations. Ça, c'est quelque chose qui était encore rare il y a quelques années. Nous avons des leaders religieux, si je peux me permettre, surtout musulmans, parce que très souvent, on estime que c'est la religion musulmane qui permet, mais dans ce pays, quand même, heureusement, nous avons de fortes personnalités musulmanes qui ont fait des études et qui, depuis 20 ans, vont de contrée en contrée pour dire que l'islam ne prescrit pas. Exactement. Donc ça, c'est important. C'est important que ces personnalités-là soient encouragées et que d'autres personnalités puissent rejoindre la lutte pour l'abandon. Parce que nous sommes pour la promotion de la dignité de la femme. Wow. Et la vie, elle est sacrée. La vie est une valeur. La vie est une valeur. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et il faut que vous le sachiez, quand tu excises quelqu'un là, tu t'en vas en prison. Merci. Vous allez partir en prison. Tous ceux qui excisent les gens là, ceux qui sont à côté là, je vous dis en même temps, faites la capture d'écran de ce que je suis en train de dire. Les villageois qui sont tout, allez-y, faites photo. Et puis envoyez ça à la police. Elles vont partir en prison. Elles toutes. D'accord? C'est tout. Bye bye. Bye bye.